On va continuer la journée avec cette première table ronde que nous avons intitulée « Ce que former à l'action suppose ». Notre objectif est d'échanger autour de questions qui se posent lorsqu'on se lance dans la conception d'une formation. Quel format retient-on, mais aussi quelles modalités pédagogiques. Aurélie Van Dijk en a évoqué un certain nombre tout à l'heure, donc on va creuser tout ça. Quels sont les objectifs, les variations et arbitrages qu'on est amené à faire selon les écosystèmes où ces formations vont se situer. Donc, dans cette table ronde, il va s'agir d'illustrer les enjeux, les pratiques et la manière dont on conçoit au point de départ des dispositifs de formation. En fait, la question est simple. Comment on fabrique de la formation et comment on réunit les conditions d'un apprentissage réussi. Alors, nous avons le plaisir, pour échanger sur ces questions, d'accueillir 4 éminents spécialistes. Monsieur Charles Torossian, tout d'abord, que je remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mathématicien, directeur depuis 2019 de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, IHE2. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure, vous êtes docteur, puis chercheur CNRS et HDR en mathématiques. En 2009, vous avez été nommé inspecteur général de l'Éducation nationale, où vous avez assuré plusieurs missions marquantes, remarquées, dont celle de la présidence du jury de l'agrégation externe de mathématiques entre 2012 et 2015. Celle de la conception de stages périscolaires aussi en mathématiques, destinés à renforcer la motivation des élèves pour les mathématiques, maths C2+. Vous avez piloté avec Cédric Villani une mission sur l'enseignement des mathématiques, dont le rapport a été publié début 2018 et a fait grand bruit, et dont vous avez supervisé l'application en tant que conseiller spécial auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la DGESCO, au ministère de l'Éducation nationale. À vos côtés, monsieur Yannick Giraud, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis 2021 directeur de l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques, où vous avez engagé notamment la digitalisation des cycles de formation initiale et mobiliser de nouveaux outils de communication pour répondre aux défis de l'attractivité. Et puis, depuis l'an dernier, vous êtes présidente du RESP, l'association des réseaux des écoles de services publics. Vous avez été lauréat du Tour extérieur des administrateurs de l'État en 1998 et été en charge au ministère de l'Économie et des Finances de nombreux bureaux avant d'engager une mobilité à l'Agence fédérale du revenu au Canada. À partir de 2010, vous avez confié la création de la mission nationale d'audit, puis celle de la mission stratégie relations au public de la DGFiP. Et vous avez ensuite dirigé le service à compétences nationales, Cap numérique, conduisant à de nombreux projets numériques en lien avec la délégation interministérielle à la transformation publique ou la DINUM, délégation interministérielle au numérique. Je poursuis le tour de table avec vous, Pierre-Antoine Pontoiseau. Merci aussi de votre présence. Vous êtes diplômé en philosophie contemporaine et en sociologie des organisations et depuis 1998, conseil en communication et en organisation au sein du cabinet Eurogroup Consulting. À ce titre, vous avez conduit de nombreuses missions de formation professionnelle pour des organisations publiques ou privées. Vous êtes par ailleurs président de l'Institut de recherche de philosophie contemporaine que vous avez fondé en 2016 et vous poursuivez des activités de recherche en théorie des organisations et de la communication, en philosophie des mathématiques et en théorie du langage politique. Je signale que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont le dernier paru en 2023 qui s'intitule « La psychologie américaine entre croyances et propagande ». Et nous accueillons également monsieur Olivier Lasvernias. Merci également de votre présence. Vous êtes astrophysicien et professeur émérite des universités à Paris-Nanterre. Vous êtes un spécialiste de l'analyse des données et avez développé pendant une quarantaine d'années des projets et des organisations dans le champ de l'animation scientifique et technologique, de l'insertion et de l'évolution professionnelle, de la santé et de l'éducation populaire. Vous avez notamment passé 30 ans à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, où vous avez créé et dirigé les cités des métiers
et de la santé. À Nanterre, vous animez l'équipe Apprenance Formation Digitale et dirigez le parcours de master Ingénierie pédagogique en formation des adultes. Vous développez notamment des travaux sur les nouvelles coopérations réflexives en santé, les situations d'e-learning informel et l'institutionnalisation de la culture scientifique et technique en France. Et parmi d'autres ouvrages, vous en avez écrit beaucoup, vous avez co-dirigé un traité des sciences et des technologies de l'information dont la 5e édition est parue en 2024. Alors, avant d'ouvrir la discussion, voilà, je me tourne vers vous, la salle. Vous allez avoir une question qui vous est posée par WooClap. On va continuer ce petit jeu interactif. La question est: quel est selon vous l'élément le plus important pour agir sur la qualité pédagogique d'une formation? Voilà, on vous dévoilera les résultats de vos votes à l'issue de l'échange. Alors après ces présentations, on va ouvrir cette table ronde et je vais me tourner d'abord vers vous, Charles Torossian, puis Yannick Giraud. Vous êtes donc tous les deux directeurs d'organismes qui construisent et organisent des formations à destination d'agents publics. Quels sont les enjeux et les orientations qui sont pour vous les plus décisifs dans cette fabrique de la formation ? Allez-y, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, j'espère qu'on m'entend bien. En tout cas, merci pour l'invitation. Alors évidemment, la question est cruciale. Et peut-être, si vous me permettez, dans un premier temps, je voudrais replacer un petit peu la mission de notre institut, puisque ça fait partie un petit peu du hiatus sur lequel je voudrais un petit peu insister. L'Institut des hautes études est une émanescence de l'ancienne école de formation des cadres. Donc on est passé de école à institut, donc en 2018, et notamment dans son article, l'Institut doit s'occuper de toute question d'éducation, travailler notamment avec la recherche, et en même temps reste un service à compétence nationale en charge de la formation initiale et continue des cadres. Donc là, dès le départ, on a, quelque chose d'un peu schizophrénique, c'est-à-dire comment être à la fois un institut fondé sur toute question qui va s'occuper de toute question d'éducation et de formation, et un service à compétence nationale, c'est-à-dire, et j'insiste sur le mot service. Pourquoi ? Parce que au fond, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, donc c'est quand même une grosse structure, je vous rappelle, première structure européenne en termes de taille, donc comme tous nos ministères et beaucoup de bureaux, de directions qui souhaitent former leurs cadres avec de la prescription, des objectifs de formation. Par exemple, directeur des affaires financières, donc la direction des affaires financières a une idée de ce qu'est la formation de leurs néo-cadres arrivés en poste, notamment au niveau de l'adaptation à l'emploi. Pareil sur toutes sortes de sujets. Et par ailleurs, nous sommes un institut et on regarde du côté de l'université, du côté de la recherche, et je crois que c'est ce qu'on a entendu dans la première conférence. Et notamment, on a travaillé un guide que vous trouvez sur notre site, qui est le guide de l'engineering, c'est-à-dire le corpus intellectuel sur lequel se fonde l'organisation de nos fondations. Et ce guide a été coécrit par deux chercheurs de l'université de Poitiers, Jean-François Cerisier et Daniel Peraya, et donc avec nos équipes. Et ce guide est assez détaillé, qui dit un petit peu ce que la science de la formation nous indique sur comment monter une formation, qu'est-ce qui est important dans une formation hybride ou à distance, par exemple. Et donc là, on se retrouve souvent, en pratique, devant un petit conflit pratique. C'est-à-dire qu'on sait comment les adultes apprennent, comment les adultes doivent être engagés. Et de l'autre côté, un prescripteur de formation qui souvent souhaite faire intervenir des bureaux, jusqu'à parfois même des directeurs de cabinet qui refont le programme et l'ingénierie de formation. Et donc on est devant un conflit
et il nous faut un petit peu résister. Je crois que Yannick dira à peu près la même chose tout à l'heure. Entre, d'une part, le temps long, c'est-à-dire ce qui est utile pour nos cadres en termes de politique publique, en termes de formation, en termes de développement professionnel, et le temps court, qui est en quelque sorte le temps politique, le temps opérationnel. Et ce conflit-là, nous le vivons à chaque instant dans notre organisation. Et comme vous le savez, moi j'appelle de mes voeux en quelque sorte un découplage entre la formation et la politique. D'accord, ça me paraît assez important. Et donc dans ce découplage, on va regarder ce qui est important pour nos cadres. Et nous, on fait attention que, c'est-à-dire le fond, la forme. Dans le fond, évidemment, on va retrouver les valeurs du service public qui nous réunissent, hein, bien entendu. C'est, le regard de l'usager, qui est parfois oublié par nos propres directions. C'est-à-dire qu'on insiste énormément sur ces compétences-là. Évidemment, la professionnalité technique, hein, ce sont des métiers techniques qu'il faut maîtriser, législatifs, financiers, etc. Évidemment, la question de la performance du service public, notamment, nous, on s'occupe in fine des élèves et des étudiants. J'insiste beaucoup auprès des directions intermédiaires sur le fait, OK, vous voulez former des cadres, on s'occupe vraiment, nous, des cadres. Vous voulez former des cadres, très bien, mais le but de tout ça, c'est quand même un service public tourné vers la performance des élèves et des étudiants. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucun sens à former des gens si à la fin, on n'améliore pas les résultats des élèves et des étudiants, voire l'insertion professionnelle. Et puis, évidemment, des choses qui nous semblent aujourd'hui malheureusement importantes, c'est gérer tout ce qui est autour du risque et de la crise. Alors, j'ai pas encore dit ce qui était le plus important. Le plus important, en fait, c'est que nos cadres puissent servir de point d'appui sur les politiques publiques. Et donc ça, autour de ça, on va retrouver les compétences managériales sur lesquelles on travaille énormément, qui sont parfois oubliés des commandes de nos directions, la question du leadership, de donner du sens aux collectifs, tout ça pour faire travailler les collectifs humains qui sont sous la responsabilité des cadres que nous formons. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, l'architecture, la colonne vertébrale qui nous anime, et nous faisons œuvre de résistance, en quelque sorte, à chaque instant, pour rappeler cette colonne vertébrale. Donner du sens, faire travailler les collectifs. Parce que la recherche nous prouve que c'est ça qui permet d'améliorer la performance d'un service public d'éducation. Donc à partir de là, évidemment, toutes les techniques dont on en parlait, micro-learning, hybridation, etc., rentrent en jeu. Et donc il faut articuler les deux d'une certaine manière. Et on est, au fond, face à quelques difficultés, des difficultés importantes. Je ne vous cache pas que depuis 2 ans, les difficultés financières, j'allais dire, je pense qu'on est tous plus ou moins touchés. Alors peut-être pas Bercy, je ne sais pas. Enfin, c'est. Mais je dois dire que la première chose qu'on va supprimer quand on est en difficulté, j'allais dire financière, c'est la formation. Ce qui est quand même un petit peu étrange, puisque c'est la seule chose vraiment utile pour améliorer la performance du service public. Donc là, on n'est pas devant la première contradiction, mais il n'empêche que nous, ça nous touche énormément, ça touche les académies, on a énormément de cadres à former, et je ne vous parle pas des enseignants. Donc là, effectivement, on est devant un défi, c'est-à-dire qu'il faut se réinventer dans un contexte budgétaire contraint. Alors évidemment, c'est tout ce qu'on a dit sur le numérique, sur nous aide. Et on a alors peut-être 2-3 choses qu'on a faites et qui pourraient être intéressantes de partager. C'est tout ce qui est communauté d'apprentissage à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien pour nous. C'est-à-dire qu'en formation, on crée des petits collectifs.
C'est dans le cadre de la mission que j'ai menée auprès de Jean-Michel Blanquer. C'est ce que nous avons fait avec les enseignants du premier degré, ce que j'ai appelé les constellations présentielles. Et on a on sait que l'optimum de formation adulte, c'est les groupes entre 6 et 8 personnes, avec l'ami critique, le référent qui est autour. Et donc ce concept de la formation adulte, on l'a transposé en fait dans nos formations sur la partie distancielle. C'est-à-dire qu'on joue sur... ça, c'est vraiment une innovation assez intéressante et qui fonctionne très très bien. Alors, bon, c'est pas très coûteux en quelque sorte et c'est tout à fait adapté. Le Covid nous a obligés à accélérer considérablement sur la qualité du distanciel. Et puis, le dernier point sur lequel on est en contrainte, c'est que, évidemment, le présentiel devient très très cher. Comme il devient très très cher, il doit être extrêmement qualitatif. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question pourquoi je vais payer un billet de train entre Montpellier et Chasseneuil-du-Poitou pour aller en formation. Donc ça met une grosse pression sur les équipes. Ça met une grosse pression sur le commanditaire. Ça met une grosse pression sur l'usager et qui devient très exigeant. Et donc tout le challenge de nos équipes, de nos professionnels que nous avons en termes de formation, c'est d'articuler à la fois ce présentiel qui est encore très demandé en termes de collectif et de motivation, avec du distanciel en amont, du distanciel en aval, des communautés d'apprentissage, de l'auto-formation, des usages, notamment par exemple tout ce qui est micro-ressources, micro-learning, on a fait en sorte que tout se puisse faire sur smartphone, parce que nos usagers qui viennent par exemple de Montpellier ou de Grenoble jusqu'à Chasseneuil-du-Poitou, 5 heures dans le train, eh ben, ça tombe bien, classe inversée, sur mon smartphone, dans mon TGV, je peux lire. Voilà. Donc on fait très attention que nos ressources soient lisibles sur des formats adaptatifs, hein, donc ce qui permet d'avoir des usagers qui arrivent très engagés dans la formation et ils savent qu'ils viennent chercher quelque chose qu'ils ne vont pas trouver chez eux. Donc d'une part, ce qui nous va nous différencier, c'est surtout cette assise sur la recherche. On a fait en sorte que toutes nos formations soient accompagnées des meilleurs spécialistes universitaires sur les sujets. Donc on a développé un programme que j'ai appelé chercheurs en résidence. On met à peu près 120 000 € pour payer des chercheurs pour venir concevoir avec nos équipes d'ingénieurs les contenus pour que ces contenus soient les plus connectés aux savoirs académiques les plus récents, puisque les choses ont bougé, par exemple sur l'égalité filles-garçons, sur le leadership, sur la question de l'intelligence économique ou je ne sais quoi. Enfin, tous les sujets bougent de manière très très vite, la science avance, et donc il est important que nos formations soient assises sur la science la plus récente. Donc, on a évidemment un environnement professionnel et on fait en sorte que notamment nos agents soient en situation d'apprentissage professionnel dans des séquences assez longues pour qu'il y ait de l'engagement, pour qu'il y ait de l'expérience, du vécu. Et puis, on a rajouté notamment l'usage de la réalité virtuelle avec des immersions numériques pleines. Par exemple, on a développé une formation assez qui marche très très bien, qui est prise de parole en public. Donc tous nos cadres sont plongés avec des casques de réalité virtuelle dans des amphis, ils doivent prendre la parole, et donc dans un amphi de 300, là comme aujourd'hui, puis c'est analysé par l'IA, la voix, le regard, etc. Donc ça marche très bien. On a développé aussi un campus autour de l'IA, avec des scénarios pour s'entraîner à la conduite d'entretien professionnel dans des situations variées. Voilà, donc c'est tout à fait réaliste. Donc toutes ces choses de l'innovation, ce qui nous pousse à être toujours un petit peu en avance de phase en termes d'innovation, de recherche. Voilà un petit peu ce que je voulais dire et j'espère que ça sera utile à vos réflexions. Pour poursuivre les propos de Charles, des propos extrêmement riches, hein, merci, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pistes qui nous sont proposées. Alors, c'est une bonne chose qu'on se retrouve dans cette salle et non un petit peu à côté, parce qu'aujourd'hui, c'est un teasing,
de l'actualité publique, puisque se lance aujourd'hui par nos ministres la campagne d'impôt sur le revenu. Donc, vous n'êtes pas trompé de salle, ça tombe bien. Mais par contre, c'est déjà intéressant parce qu'il n'y a pas de lancement de campagne d'impôt sur le revenu sans qu'il y ait son appareil de formation. Et donc là où on s'interroge de la formation à l'action, eh bien, on va pouvoir le constater dans ces jours-ci, tel qu'on a pu le préparer comme les autres années, avec un certain nombre d'évolutions, mais peu importe, ce n'est pas notre sujet. Ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, on a tous en partage une expérience dans le domaine de la formation. Alors, à commencer par l'éducation nationale, et puis ensuite, selon les différents cursus que nous avons pu suivre. Et donc, nous avons tous une opinion de ce qu'est la formation. C'est absolument formidable. Si, voilà, un dîner qui tourne mal, si vous voulez rétablir un peu de consensus, il n'est qu'à parler d'éducation. Et là, tout le monde dira la formation, ce n'est plus que... Ah oui, il y a les maths aussi, oui, c'est vrai. Bon, bref. C'est très intéressant parce que lorsqu'on est dans un environnement professionnel, et quand, dans l'expérience qui est la mienne aujourd'hui à la tête de l'École nationale des finances publiques, on se trouve en discussion avec les bureaux métiers qui nous adressent des commandes de formation, celui qui nous l'adresse, c'est déjà ce que l'on doit faire. Ça, c'est absolument formidable. Et c'est là où je crois que nous avons à travailler de la posture de celles et ceux qui sont investis de la formation professionnelle par rapport à nos commanditaires. Ça me rappelle beaucoup, effectivement, c'est évoqué tout à l'heure, ces 5 belles années que j'ai pu connaître au numérique. C'est-à-dire qu'il faut tout de même s'asseoir et discuter. C'est quoi votre besoin ? Est-ce que dans la palette qui est la mienne, on serait plutôt sur un format présentiel, distanciel, mixte ? Quelles sont les natures d'outils pédagogiques que je vais pouvoir mettre en œuvre ? Quels sont les attendus ? Or, à la pratique de ces dernières années, j'observe que nos interlocuteurs savent ce que nous devons faire, savent la durée, et puis savent déjà l'amplitude extraordinaire d'agents qui vont être formés à la Direction générale des finances publiques. Il n'est pas rare que dans des commandes qui nous soient adressées, on nous dise ça c'est pour 10 000 agents, 15 000 agents, 20 000 agents. C'est formidable. Et au bout de 18 mois, on voit qu'on n'a pas atteint 1500 agents formés. Bon. Alors, il ne faut pas trop dire ça à la direction du budget, parce qu'ils pourraient nous dire, vous voyez bien que tout ça, c'est de la surconsommation de moyens. Je serai assez constant et je rejoindrai beaucoup ici dans la salle pour redire, comme j'ai pu l'écrire il y a quelques semaines, dans un journal qui nous suit, la formation, c'est un investissement, ce n'est pas un coût. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes en dehors des réalités. Nous aussi, ici comme ailleurs, il y a des réalités qui sont prégnantes en la matière. Ça rend responsable ceux qui conçoivent et mettent en œuvre. Mais le point de départ, ce n'est pas le plus petit dénominateur commun pour arriver à je ne sais quoi. Il y a du respect dans la formation professionnelle. Il y a du respect dans les personnes qui s'investissent dans la formation professionnelle, continue comme en cours de carrière. Et il y a ce professionnalisme dont nous parlons aujourd'hui. Et merci à l'IGPDE de nous donner ce moment pour partager dans des temps à la fois d'approche théorique, pratique, de pouvoir en discuter entre nous. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'une intuition. On voit bien qu'il y a des savoirs cognitifs extrêmement importants à mobiliser. Il y a des outils à mettre en œuvre. Donc, je dirais qu'à la question posée, ce qu'il nous faut, c'est une relation claire par rapport à nos commanditaires en termes de formation. Et il est très appréciable que la plupart aujourd'hui, tel que je peux le voir au sein du réseau des écoles de services publics, nos écoles, nos instituts, aient avancé de ces dernières années sur la création de référentiels de compétences, référentiels de formation. Une commande n'arrive pas comme ça dans le paysage, elle se situe où ? Voilà. Alors qu'il s'agisse de formation initiale, j'ai la chance à l'École nationale d'avoir à peu près 250 cadres A permanents qui sont affectés à la formation professionnelle, à mettre en relation avec plus de 5000 formés. Quand on regarde les chiffres de l'année 2024, le renouvellement générationnel est là, il faut fournir, etc. Mais on ne fournit pas de la formation en masse, on fournit de la formation qui a une structure dorsale, qui est d'abord portée par un référentiel de compétences dans l'attendu des différents niveaux qui nous sont confiés de former,
Il y a ensuite les référentiels de formation, comment les choses vont-elles s'insérer. Et ensuite, alors peut-on prendre en charge, lorsqu'il s'agit de la formation initiale, telle ou telle évolution. Et il s'agit d'être très attentif à ce que le but du jeu ne soit pas de former toujours plus sur une très grande diversité de contenus, c'est de veiller que nous formons pour être compris et pour former les personnes qui nous sont confiées. Le principe n'est pas de faire plaisir, et je le dis de manière très sereine, au bureau métier, tant que de s'assurer, nous, que la formation qui est reçue réponde aux objectifs, ce pourquoi nous allons mettre un certain nombre de moyens. Je pense qu'il y a une tension assez naturelle entre les deux, mais qui doit être respectée. Il ne faut pas aller à l'affrontement, bien évidemment, il faut être dans une conversation constructive, mais il faut poser les choses. Et c'est encore plus vrai peut-être en formation continue. Parce que là, on voit bien que l'évolution des réglementations, les orientations qui sont posées, il était question ce matin du schéma interministériel de la formation des agents tout au long de leur activité professionnelle. Il y a des besoins, mais ces besoins doivent être structurés, doivent être organisés. Si je prends l'exemple de l'École nationale des finances publiques, chaque année, nous logeons, nous construisons de 50 à 80 actions supplémentaires de formation, avec un nombre variable de journées d'intensité. Vous voyez bien, dans ces temps-ci, alors vous avez suivi de ces dernières années, quand on a mis en œuvre le prélèvement à la source, évidemment, ça a été une œuvre colossale en matière de formation, dans les différents niveaux et responsabilités. Là, nous avons devant nous la commande politique de la facturation électronique, avec évidemment un bouleversement du jeu des acteurs économiques, de la posture des administrations, de l'État, des collectivités territoriales, des hôpitaux. Ça va être un travail formidable, un défi en matière de formation, mais il faut que tout ceci soit posé dans une conversation confiante entre l'expression des besoins et la manière dont nous, en charge de l'appareil de formation, nous pouvons y répondre. Et c'est là où, évidemment, il y a une autre exigence du côté de l'ensemble de ceux qui participent à l'action de formation. Ce n'est pas de reproduire des techniques de formation telles qu'elles ont pu être mises en œuvre au cours de ces dernières années, parce qu'on a toujours fait comme ça, etc. Non, c'est d'avoir cette vigilance, et ça, c'est la responsabilité des équipes de direction, c'est la responsabilité, et c'est l'atout de colloques comme celui-ci, c'est de mettre en partage des expériences. Voilà. Ne pas reconduire les mêmes process éducatifs et de formation, mais c'est d'être en alerte. Et on vit une période à ce niveau-là tout à fait formidable, puisqu'on voit, c'était dit tout à l'heure, on le repartagera tout à l'heure, on a tout de même une explosion des modules, des possibilités, des reformulations, et ce n'est plus binaire, c'est du présentiel ou pas du présentiel, c'est pas du tout comme ça que ça se présente, et c'est absolument passionnant de pouvoir entraîner nos équipes pédagogiques pour qu'à la commande d'une action de formation, on puisse y répondre aussi avec notre boîte à outils, de dire, tiens, il me semble que par rapport de pouvoir tester, et puis il y a l'association, bien sûr, demain des utilisateurs de la formation, de s'interroger, est-ce que comme dans les produits numériques, est-ce qu'on sait associer les publics vis-à-vis desquels l'action de formation va être construite ou pas, ou est-ce qu'on reste dans notre chez nous du savoir pédagogique? C'est une autre question, mais on la reprendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais rebondir sur un mot que vous avez prononcé, Charles Torossian, le mot engagement, engagé. Et je voudrais me tourner vers vous, Olivier Lasvernias, parce que c'est une question, un facteur qui est au cœur de vos recherches, la question de l'engagement et de la motivation. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter l'engagement des apprenants quand on met en place une formation ? Merci beaucoup pour cette question. Alors déjà, je voudrais juste réagir sur le mot engagement lui-même. C'est un mot un peu piège, engagement, parce que en américain ça veut dire fiançailles. L'engagement, c'est tout à l'heure il y a eu quand notre prédécesseuse a parlé tout à l'heure engagement, ça avait un certain sens. Quand vous avez parlé aussi engagement, on peut parler de l'engagement des formateurs, de l'engagement des formés, etc. Donc nous on travaille plutôt sur l'ensemble des terminologies de la motivation et parmi lesquelles effectivement il y a cette question de l'engagement. Mais avant de répondre sur l'engagement, je voudrais
modestement dire quelques mots pour vous expliquer la complexité de la situation pour un pauvre universitaire émérite en plus, ayant dépassé les 70 ans de la barre limite. En fait, on parle de plein de choses à la fois. J'avais l'analogie de l'organisation de la mobilité. Hein. Je trouve qu'on a vraiment très très bien examiné le moteur de la voiture tout à l'heure, comment ça marche, et même le tableau de bord, hein, comment le moteur peut être optimisé, comment un turbo peut être mis sur le côté pour réinjecter l'air pulsé, etc., réchauffer, d'accord. Le tableau de bord, comment on commande. Mais ensuite, derrière, il y a quand même le réseau routier, il y a Bison Futé, hein, quand est-ce qu'on roule, il y a pourquoi on roule, il y a qu'est-ce qu'on fait dans cette voiture, pourquoi c'est moi qui la conduis, pourquoi c'est pas une locomotive avec le TGV justement qui irait pas loin de Poitiers, voilà. Et donc en fait on parle de tout ça en même temps. Hein. Et donc quand on parle de l'engagement, ben il y a plein de choses. Hein. Donc pour nous c'est important. Si on se focalise déjà rien que sur la formation continue, hein, puisqu'on a beaucoup aussi parlé de formation initiale, si on se focalise sur la formation continue, à quoi on s'intéresse ? Est-ce qu'on s'intéresse à de la transmission de connaissances ou de la transmission de savoir-faire ou de la réponse à des plans qui sont eux-mêmes un peu behavioristes par nature en fait, puisqu'on on a pour mission de réaliser des actes qui doivent être presque automatisés. Alors ils sont pas behavioristes parce qu'il n'y a pas une récompense sous forme de caramel mou ou de sucre pour le chien à la fin, mais on est un peu dans cette logique-là. Et puis on a, dans quelques années, ça y est, on l'a vu arriver, on a l'IA qui va transformer tout ce qu'on est en train de faire, etc. Donc de la formation, à quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de transfert ? Est-ce qu'on parle disons de la mise en action ? Je crois que le thème de la journée, c'est la mise en action. Donc il y a plein d'ambiguïtés. Ce que je peux dire, maintenant, le modeste universitaire, il peut dire ce qu'on essaye de promouvoir à partir de nos travaux. Et en fait, quand vous dites que c'est nous qui travaillons, nous nous appuyons vraiment sur des épaules de géants. Alors on a déjà vu quelques géants, on a commencé avec Socrate, mais il y a plein de travaux sur l'andragogie, plein de travaux sur la pédagogie des adultes, et il y a plein de travaux sur les systèmes de formation, parce que là à nouveau je me remets dans le moteur, mais l'organisation des échangeurs d'autoroutes, l'organisation des péages, l'organisation de la tarification, le fait de finalement pas se déplacer mais de téléphoner, ça a modifié la carte de la mobilité. Alors, les choses qu'on voit et qui sont des évidences que je pense que tout le monde a identifiées, hein. C'est la première chose, c'est l'obsolescence du bourrage de crâne. C'est-à-dire c'est fini ça. Plus personne nulle part ne pense que notre métier c'est de bourrer des crânes. Notre métier est en partie, là ça rejoint le moteur, de mémoriser. Donc on a les sciences cognitives qui sont focalisées sur la question d'instiller, d'accommoder des savoirs, des connaissances, des gestes, des savoir-faire, même des contrôles d'émotions dans la tête, et de les mémoriser. Mais ça, c'est un tout petit bout du truc. Et donc, c'est clair, aujourd'hui, déjà avant la Covid, on pensait plus que notre métier c'était de bourrer des crânes, mais maintenant on a bien compris que c'est plus possible. Et surtout, clairement, même si on disait déjà l'information est à disposition, maintenant, l'information, elle est partout. La machine qu'on aura sous les yeux pour répondre aux questions ou des utilisateurs ou pour remplir des documents, elle sera complètement assistée par de l'IA, etc. Donc notre métier, c'est plus ça, quoi, en gros. C'est le cours magistral, ça existe, c'est très bien, mais en fait, c'est de la transmission d'infos ou de la transmission d'émotions. Moi, je regarde les situations où, comme prof, j'ai fait cours à 300 étudiants, c'est un calvaire pas possible pour eux, et j'essaie de faire un show, et de faire qu'ils m'aiment, mais je sais bien que c'est pas là que ça va se passer. C'est pas là qu'ils vont apprendre quoi que ce soit. Sauf si je suis un personnage de spectacle qui a une présence, une capacité à me mettre sur la table et à chanter quelques trucs dont ils se souviendront, c'est pas là où je forme. C'est clair. Voilà. Donc, il y a cette question-là, il y a cette confusion vraiment. C'est pas simplement une confusion, c'est que quand on est ensemble à parler dans une journée comme ça, on parle de tous ces aspects
du réseau routier, de l'entretien du réseau routier à l'optimisation du moteur, quoi, en gros. Donc ça c'est la première chose. Et quand je dis c'est la fin du bourrage de crâne, c'est qu'effectivement, ça tout le monde l'a dit, hein, les 3 unités de temps qui ont fait les formations initiales, qui ont fait les études qu'on a faites, dont on parle en famille ou entre amis quand on n'a plus rien à dire, en fait, c'était le modèle de l'unité de temps, de lieu et d'objet. Ça a complètement explosé. On est ailleurs. Vous avez prononcé le mot essentiel de communauté. Voilà, sans doute un des éléments essentiels de la formation aujourd'hui, c'est la construction de communautés qui vont pouvoir ensemble s'interroger sur comment croiser les bras, s'interroger sur combien il y a de grand-mères dans une salle où il y a 9 chaises ou 6 chaises, et toutes ces questions-là. Alors, première chose, le cœur du métier, c'est ça. On fait plus du bourrage de crâne. On a plein de méthodos. Malheureusement, elles sont pas connues des commanditaires. Mais on a plein de méthodos. Je pense à Thierry qui est ici, on est tous spécialistes d'ingénierie de formation ou d'ingénierie pédagogique. On connaît parfaitement la chanson, l'analyse de besoins, l'analyse du travail, la didactique professionnelle, la fabrication de référentiels, d'objectifs, de compétences, de référentiels de travail, etc. On a l'ingénierie pédagogique qui nous permet de choisir des choses adaptées. Donc on a tous ces outils-là. La question, c'est que ces compétences-là soient reconnues par les commanditaires. Et en plus, qu'on soit pas obligé de prendre des prestataires qui, eux, ont autre chose à vendre et qui vont nous vendre un truc clé en main qui répond pas du tout à ce qu'on veut, quoi. Le danger est des 2 côtés. Nous sommes au milieu. Et on travaille aussi beaucoup sur l'idée qu'effectivement, dans la formation, il y a des maîtres d'ouvrage. Il y a des maîtres d'œuvre, qui sont les prestataires, et il y a une maîtrise d'usage qui devrait être reconnue, qui est celle de ceux qu'on va former. Et là, j'en viens au deuxième élément essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a tous compris que si on veut que ça marche, il faut être centré sur l'utilisateur. Donc Dorothée qui est ici vous parlera certainement de l'expérience centrée apprenant et du vécu de la personne et de l'analyse, etc. Mais en gros, ce qu'on a bien compris, c'est que l'élément essentiel, c'est le self, c'est l'autorégulation d'abord. Ce qui fait qu'on apprend ou qu'on n'apprend pas, bien sûr, ça sera dans le cadre d'une théorie qu'on peut avoir, mais c'est le fait que la personne va s'autoréguler ou pas, va mettre de l'énergie là-dedans, et c'est aussi le fait qu'elle est contente d'être là, qu'elle sait pourquoi elle est là, et qu'elle finalement, elle va mobiliser toutes ces méthodes-là. Donc la question de l'engagement, c'est plutôt celle-là, quoi. C'est comment faire qu'on soit sûr que les personnes comprennent pourquoi ils sont là. Et c'est toujours la question que je me pose quand je suis dans un amphi comme ça. Je me demande si les gens se disent, mais il va pas continuer pendant une plombe à nous raconter son truc. Est-ce que vraiment vous êtes là pour ça, ça vous intéresse? Et sinon, faut que je m'enfuis très rapidement, quoi. Donc l'essentiel de la formation, du côté du tableau de bord, déjà plus du moteur, c'est l'autorégulation. Alors c'est lié à l'autodétermination et à le fait, est-ce que je suis là volontairement? Et c'est aussi lié à l'autodirection, est-ce que c'est moi qui conduis ou pas? Mais ces deux-là sont un peu moins importants. L'autodétermination, on peut très bien avoir été forcé de venir, avoir été forcé de venir ce matin parce que on s'était inscrit, puis finalement, et machin, bon, on peut être venu ce matin parce que, bon, allez, ça fait une occasion de venir à Paris ou je ne sais quoi. Mais on peut être captivé par le truc. On peut se dire, mais oui, au fait, il y a un enjeu pour moi. Moi, mon boulot dans les étudiants en licence 1 avec 300 étudiants, c'est de faire qu'il y en ait au moins quelques-uns, si possible, pas seulement ceux du premier rang, qui se disent, mais finalement, c'était une corvée, mais finalement, j'ai bien fait de venir, quoi, en gros. Et donc, c'est vraiment la deuxième idée, c'est l'enjeu du self. La troisième idée, essentiel qui relie aussi l'engagement, c'est l'alignement. Alors je suis désolé, je vais rentrer dans les termes anglophones. J'ai pas dit américanophone, j'ai dit anglophone. Donc je vais rentrer dans l'anglophone, mais en gros, il y a quelque chose d'essentiel pour nous, c'est ce qu'on appelle l'alignement entre le teach et le learn. C'est-à-dire, ça marche, une formation, quelle qu'elle soit, ça marche si mon intention de vous transmettre quelque chose entre en résonance, est aligné, est exactement fixé sur votre envie d'apprendre quelque chose.
Et donc, si mon projet d'apprendre, d'enseigner, est lié à un projet d'apprendre chez vous. Et là, c'est là où on fait de l'engagement, si on arrive à faire ça, quoi. Et très vite, parce que je vois que j'ai explosé complètement le temps, très vite, 2 choses sur les innovations, la technologie, etc. Bon, on voit bien ce qui s'est passé avec la Covid. La Covid, ça a été une obligation de passer à distance. Personne ne l'avait anticipé à ce point-là. Et personne n'y a cru. D'ailleurs, on n'a jamais cru que ça marcherait. Et il y a un certain nombre de cas où ça n'a pas marché du tout. Mais globalement, ça a transformé les choses. Et on voit bien ce qui se passe. En fait, les innovations arrivent de partout. Alors, il y a des innovations scientifiques avec des résultats de neurosciences. OK. Il y a un champ des sciences cognitives qui produisent des modèles qui concernent moteur et tableau de bord. Il y a des innovations sociales. On a cité la FEST, évidemment. On a cité tous ces éléments-là. On est dans la loi de 2018, la transformation du parcours, le plan de développement des compétences qui est plus un plan de formation, etc. Il y a des innovations sociales et évidemment, il y a des innovations techno, avec la possibilité de faire encore plus de réalité augmentée, encore plus de ceci, encore plus de cela. Et finalement, ce qu'on plaiderait presque, c'est un peu de tempérance. C'est-à-dire qu'on est tellement débordé par les vagues de nouveautés qui arrivent, surtout les nouveautés techno, bah que finalement, on les utilise. Finalement, on rajoute un peu de cosmétique. En gros, on a l'impression de rajouter du fard à paupières ou des machins ou des trucs pour que ça soit plus séduisant, avec l'idée que ça va changer l'engagement. Mais en fait, ça change rarement l'engagement, quoi. Ce qui est le moteur réellement de l'engagement, c'est cette histoire d'autodétermination et d'autorégulation. Finalement, je me rends compte que j'ai raison d'être là, et finalement, je m'investis dans la régulation de ce qui est en train de se passer. Là, on retombe sur les piliers de Stanislas Dehaene, etc. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et l'autre élément qui est excessivement important, c'est l'échelle de temps. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie tout le temps. Il faut être aligné teach and learn, il faut être autorégulé à toutes les échelles de temps. Il y a une thèse dans notre labo récemment qui partait de l'idée que les formations prescrites, ben, ça allait moins bien marcher que en gros, les formations obligatoires marcheraient moins bien que les formations désirées, en quelque sorte. Mais en fait, ce que ça montre, c'est que c'est pas vrai. On peut tout à fait, le 2e jour, découvrir que finalement c'est très intéressant d'être là, quoi, en gros. Donc il y a l'engagement, il y a l'autorégulation, il y a l'analyse des besoins, il y a tout ça, mais à tout moment il faut vérifier l'adéquation. Là, je parle trop longtemps, je commence à fatiguer tout le monde, la modératrice est un peu inquiète et je sens que je vais vous perdre. Donc il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, il faut que je conclue. Ma prédécesseur était un peu dans le même scénario tout à l'heure. Pour conclure, en fait, pour nous, hein, c'est très simple. Il y a un outil qu'on utilise, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, un outil intellectuel qui s'appelle le Technology Acceptance Model. C'est d'un Américain qui s'appelle Davis, à l'époque où l'Amérique était autre chose. Et donc Davis, il a démontré que finalement, pour l'arrivée d'une innovation technologique, en l'occurrence la machine à écrire à boules, hein, c'était pas l'IA, qu'il y avait deux facteurs essentiels qui étaient l'utilité perçue de l'innovation, et puis la facilité d'utilisation. Et pour nous, c'est les mots-clés de la formation, c'est-à-dire que ça rejoint cette idée de l'engagement. Pour qu'une formation fonctionne, il faut qu'elle ait une utilité perçue pour la personne, et il faut qu'il y ait une facilité d'usage, donc une ergonomie, une construction qui soit vraiment au cœur du système. Merci beaucoup. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de choix qui étaient possibles quand on construisait une formation, quand on réfléchissait à une formation. Vous n'avez rien à faire, Pierre-Antoine. Quand vous allez parler, ça va s'enclencher. Mais justement, je voulais vous donner la parole parce que vous avez vous-même monté et conçu beaucoup de cycles de formation. Alors, ce serait intéressant de vous entendre sur ces différents choix qui se présentent et comment on les fait finalement. Quels sont les critères qui permettent de les arrêter? Oui, bonjour à tous. Alors, de notre côté, on est souvent sollicité par des grandes entreprises pour monter des dispositifs qui peuvent appeler université d'entreprise, académie, école, tout ce que vous voulez. Et c'est souvent un projet qui a une dimension, c'est vrai, individuelle, parce qu'il y a des enjeux de développement de compétences, il y a des enjeux de formation. Mais dans un certain nombre de cas,
pour apporter une petite nuance ou un complément par rapport à tout ce qui a été dit, on a des objectifs sociaux ou culturels. Par exemple, quand, lors de la création de ADS, qui est devenu Airbus, a été créée la Business Corporate Academy, le seul but qui a été assigné, et sur lequel il y avait eu des discussions, c'était non pas de former les cadres supérieurs et les cadres dirigeants, c'était de faire en sorte que tous ces gens qui étaient dans des pays différents, avec des traditions différentes, des façons de construire les avions différentes, eh bien, ils aient des lieux de rencontre dans lesquels ils puissent trouver des prétextes et des occasions de travailler, d'échanger, pour que progressivement émerge une culture qui va faire que Airbus sera Airbus. Donc, on a, c'est vrai, des dimensions personnelles, des dimensions de développement individuel, mais on a aussi, dans beaucoup de cas, un espèce de projet social qui est à l'œuvre et sur lequel des dirigeants souhaitent pousser leurs organisations qui sont le résultat d'évolutions importantes. Alors ça m'amène à un premier point d'attention sur le pourquoi les dirigeants qui ne sont pas des grands philanthropes acceptent d'investir, mais souvent ils sont convaincus que c'est d'abord un coût, avant d'être peut-être convaincus que c'est un investissement, de consacrer beaucoup d'argent, parce qu'on a entendu, ça recouvre beaucoup d'aspects. En fin de compte, ils sont convaincus quand ils se rendent compte qu'il y a un enjeu majeur pour eux, par rapport à ce qu'ils appellent couramment leur stratégie, et qu'il faut absolument que des gens acquièrent des compétences qui permettent d'être compétitifs pour faire ceci ou cela, ou que des gens travaillent ensemble pour être capables de faire ceci et cela. Mais comme disait mon collègue à gauche, le vrai problème pour le consultant que nous sommes, c'est qu'ils ont un avis sur tout. Donc, ils savent ce qu'ils veulent, tout en l'ayant pas toujours magistralement verbalisé. Ils savent comment il va falloir faire, et ils savent évidemment qui ça va concerner. Donc, nous avons toujours une première étape qui reprend un petit peu des idées que vous avez évoquées quand vous évoquiez le commanditaire. C'est qu'on leur propose de faire un peu d'analyse systémique. Et on leur dit, il va falloir faire la tournée des popotes de ceux qui dirigent cette maison pour savoir si tout le monde est bien d'accord sur ce qu'on a envie de faire avec cette histoire. Et donc ça passe par des protocoles que les sociologues connaissent bien, hein, entretien, enquête, compilation de tout ça, réunion de direction pour dire tiens c'est marrant, il y en a qui pensent rouge, il y en a qui pensent bleu, en fait vous n'êtes pas complètement d'accord, donc il va peut-être falloir réussir à s'aligner sur ce que nous voulons. Donc on va challenger les commanditaires, parce que le commanditaire, dans le monde privé, il est rarement homogène. Il est souvent très très multiforme, donc il y a un vrai enjeu déjà à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est les certitudes des directions des ressources humaines ou de ceux qui ont mission d'organiser la formation. Ils sont eux aussi pétris d'un certain nombre de convictions et de certitudes, et par rapport à l'exposé magnifique que vous nous avez fait tout à l'heure, par rapport à toutes les petites cases de couleurs que vous mentionniez à chaque fois, eux ils en ont coché, ils en ont éliminé, et puis de toute manière c'est comme ça et c'est pas autrement, parce qu'on sait que voilà. Donc on doit aussi challenger un deuxième petit point de notre triptyque, c'est la direction des ressources humaines et les formateurs eux-mêmes pour dire bon d'accord, peut-être que ça pourrait se faire comme ça, mais peut-être bien que ça pourrait se faire autrement, parce que il y a des tas d'enjeux et des tas de solutions qui sont imaginables. Généralement, le mode opératoire que nous utilisons, c'est, alors puisque vous avez pratiqué l'anglais, le benchmark, mais nous sommes quand même amoureux de nos amis québécois, donc le parangonnage. Et donc le parangonnage, ça nous permet d'aller montrer, dites donc, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui font ceci, qui font cela, qui font comme ci, qui font comme ça, et sans avoir l'air d'y toucher, on est en train de semer un certain nombre d'idées sur comment ça pourrait se faire. Et puis la dernière chose, c'est que les deux que je viens de citer, commanditaires et formateurs, savent mieux que le stagiaire ce qu'il convient de faire pour lui. Et à ce moment-là, on leur demande d'avoir accès à un certain nombre de stagiaires potentiels pour se dire mais qui sont donc ces gens-là ?
comment fonctionnent-ils? De quoi ont-ils besoin? Et là, sans être aussi savant que dans l'exposé qui a été fait tout à l'heure, c'est vrai qu'on utilise un certain nombre d'approches pour se dire ces gens-là, ils apprennent comment, ils aiment quoi, ils sont motivés par quoi, etc., etc. Pour là aussi secouer un petit peu les certitudes des uns et des autres pour dire peut-être bien qu'ils ont besoin de travailler un peu autrement que ce qu'on avait prévu. Donc ça nous paraît être quand même toujours très important d'ouvrir un peu les horizons pour être capable de construire des dispositifs qui tiennent la route. Ensuite, on a quand même un facteur qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué, j'ai l'impression, jusqu'à présent, c'est que la personne formée, elle revient à la maison. Et dans l'entreprise, ça s'appelle revenir auprès de ses managers et collaborateurs. Et honnêtement, pour avoir fait depuis 30 ans, vu mes cheveux blancs, de nombreux dispositifs d'évaluation de programmes ou d'universités, le vrai tendon d'Achille, c'est l'accueil de la personne formée dans un environnement qui lui permettra de pratiquer. Et là, on a en fait généralement une quatrième roue du carrosse, donc mon triangle devient un carré. C'est qu'on dit que l'université, l'entreprise, l'académie, ce sera aussi l'affaire de ceux qui envoient les autres en formation. Et qu'il y a quelque chose à faire avec ceux qui assument la responsabilité d'envoyer des gens en stagiaire, parce qu'il leur incombe à eux d'être peut-être aussi formés, ou d'être en tout cas préparés, à faire en sorte que on ait créé les conditions de mise en œuvre. Nous, ici, nous sommes des grands amoureux d'un économiste, et dans ce prestigieux ministère, on peut parler de lui peut-être, c'est Amartya Sen. On aime beaucoup Amartya Sen pour la notion de capacité. C'est est-ce que vous êtes dans un environnement qui va me permettre de développer les capacités à faire, et ça, c'est pas que la responsabilité des personnes formées, c'est la responsabilité de ceux qui sont autour d'eux. Donc la plupart du temps, on a un dispositif de communication, de sensibilisation, voire même parfois d'accompagnement, qui peut prendre des formes un petit peu plus digestes, mais de telle sorte que la concrétisation puisse se faire dans l'environnement. Pour le comment, les choix que nous faisons, il y a peut-être une dernière chose dont je voulais vous parler. C'est le fait que très souvent, on a l'impression, alors là c'est ma culture de philosophe qui m'a fait être comme ça, on a toujours l'impression qu'il y a parfois une espèce d'immense dissonance cognitive entre ce que les gens doivent apprendre et la manière dont on leur apprend. Selon la bonne vieille formule de l'injonction paradoxale, sois libre. En fin de compte, on se rend compte que on fait un cours sur la créativité, mais en fait, les gens ne pratiquent pas la créativité. On leur explique via quelques exposés un certain nombre de choses sur leur leadership, mais en fait, ils sont absolument pas mis à l'épreuve de leur leadership. Donc ce que nous cherchons à faire, et ce sur quoi nous travaillons de manière assez systématique quand on essaye d'imaginer des dispositifs, c'est de créer cette espèce de cohérence entre le contenu et le contenant. La manière d'envisager des pédagogies, des stratégies, qui peuvent être plus ou moins individuelles, plus ou moins collectives, avec un recours plus ou moins important à la technologie, selon ce que l'on est en train de vouloir faire évoluer chez la personne. Compétences, connaissances théoriques, mise en pratique, comportement. Et donc, de ce fait, quand on est par exemple sur des thèmes de créativité, on fait très 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 peu d'apports théoriques. On est avant tout dans... on va vous mettre dans des situations où vous allez éprouver, expérimenter, tester, apprendre des choses sur la créativité en étant dans un protocole de créativité. De la même manière, si je prends un sujet qui concerne beaucoup les cadres supérieurs et cadres dirigeants, la décision, on peut faire des jolis cours sur la décision, le processus de décision, qui décide, comment ça décide, pourquoi ça décide mal, etc. Mais au bout du compte, une des choses qui est très très inspirante pour eux, c'est de travailler dans des jeux
dans des jeux qui sont construits pour ça, des jeux prospectifs, où il s'agit de prendre toute une série de décisions. Alors là, il peut y avoir des simulateurs informatiques, il peut y avoir des jeux avec des cartes et des tas de choses. Donc il y a d'ailleurs des organismes spécialisés dans ces choses-là et qui fournissent de brillants cas. Et on va mettre nos dirigeants en capacité de challenger leur process de décision. Donc en fin de compte, sur cette question du comment, s'il fallait résumer pour enchaîner sur l'autre question, sur le comment, moi j'attirerais l'attention sur avoir l'audace, quitte à de temps en temps prendre des coups, mais avoir l'audace de challenger les 3 acteurs, voire le 4e que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui qui envoie le stagiaire. Si on ne fait pas ça, et là je vous rejoins complètement, on risque de subir des modes, des injonctions du moment, les certitudes des uns ou des autres, et globalement de ne pas vraiment faire la chose la plus efficace. Et en fait, ce que nous essayons de réaliser à travers tout ça, c'est que dans une entreprise, il y a un truc sacré, c'est l'argent. Il y a une attention qui est l'efficacité et la recherche d'un résultat qui sera quand même un peu visible. Donc nous, ce qu'on prend comme engagement, c'est de dire, on va vous critiquer, on va vous faire des propositions, on va essayer en fait d'obtenir le meilleur rendement de l'euro investi pour qu'on obtienne un résultat et travaillons ensemble avec les différentes populations pour y parvenir. Voilà, vous avez commencé le 2e temps de la table ronde. On souhaitait effectivement rentrer un petit peu plus dans la fabrique, oui. des enjeux. Et j'aimerais bien que vous poursuiviez quand même sur cette histoire de apport théorique, apport pratique, comment on articule les deux, comment on détermine la part de l'un et de l'autre. Tout à fait. Alors, nous, on est assez adepte d'un modèle qui parle d'un espèce d'acronyme ou mot qui s'appelle le FLOW, F-L-O-W, qui a été inventé par un psychologue hongrois, si j'ai bonne mémoire, et où en fait on se dit, avant d'arbitrer sur théorie pratique, il faut savoir comment on maintient l'attention des personnes, sujet que vous évoquiez pendant votre intervention, quel est le degré d'excitation qu'on réussit à susciter et créer qui fait que les gens vont être attentifs et vont suivre et vont évidemment s'enrichir ou faire des choses, avec de l'autre côté le degré d'ennui qui peut être salutaire à certains moments, il y a besoin de petites latences, mais enfin, le degré d'ennui qui fait que, surtout quand on est avec des gens exigeants, venir dans des dispositifs de formation en ayant 1000 autres choses à faire, c'est compliqué, et avoir l'impression qu'on va y subir un certain nombre de protocoles qui sont pas très excitants, pas très novateurs, pas très interpellatifs, évidemment, ça commence très très mal. Donc, notre obsession, c'est de trouver un équilibre qui fait qu'on maintient un haut degré d'attention. Et pensez que quand vous êtes avec des cadres supérieurs, des cadres dirigeants ou des hauts fonctionnaires, ce sont des gens qui sont pas tout à fait faciles à mettre dans une salle, pas tout à fait faciles à faire travailler ensemble. Et donc, il y a un vrai défi qui est de trouver le meilleur mode opératoire. Après, entre théorie et pratique, et là je vais vous glisser une autre de nos notions qui nous est chère, c'est que nous on a l'impression que la formation c'est quand même une petite expérience de vie. En fait, on aime bien les existentialistes chez Eurogroupe. Et donc, l'existentialisme, c'est de se dire que la formation ou la vie en groupe à un moment donné dans un programme d'université d'entreprise, c'est quand même une séquence de vie. C'est un moment d'existence. Et ce moment d'existence, il faut qu'on trouve l'alchimie qui fait que les gens vont y retenir des choses, avoir envie de faire des choses après, être engagés ou motivés à faire, et qui s'encouragent les uns les autres à vouloir le faire concrètement. Donc l'équilibre qu'on a entre théorie et pratique, je vais le traduire par 3 exemples, 2 pour la théorie, 1 pour la pratique. Pour la théorie, on s'est aperçu au fil des années qu'il y avait 2 stratégies qui pouvaient être intéressantes et qu'il faut quand même rester assez prudent sur le temps consacré à la théorie. Donc nous, on est du style à dire 15-20% de théorie sur un temps donné, c'est déjà pas mal. Il faut passer à autre chose, travaux de groupe, expérience, cas, etc. Mais pour la partie théorique, en fait, on aime bien 2 détours. Un premier détour,
qu'on appelle la généalogie. C'est-à-dire, au lieu de parler de la théorie de Trucmuche, on dit, mais comment Trucmuche en est arrivé là? On est obsédé par une chose qu'on entend partout, c'est donner du sens. Ben, donner du sens, ça commence peut-être par pas exposer une théorie à plat, comme une espèce de photographie qui serait là. C'est remettre la théorie dans son contexte. Trucmuche, il est arrivé avec ça parce que machin avait dit des choses avant, Socrate, enfin voilà. Donc on refait un peu le film et au lieu de raconter une théorie en tant que telle, on la resitue dans une histoire qui lui donne pleinement son sens. Et en fait, on n'a même plus besoin tellement d'exposer le cadre conceptuel à un moment donné parce qu'en fait, il est compris par ce petit mouvement généalogique. La deuxième chose, alors là, on y est attaché très très fort. On est très adepte d'un monsieur pas assez connu en France, à notre avis, qui a été un très très brillant professeur d'université à l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle Michel Meyer, qui était l'élève de Chaim Perelman, un grand monsieur de la rhétorique. Et il a écrit sur un sujet qu'on appelle la problématologie. Terme un peu compliqué. En fait, si on veut résumer très simplement, c'est l'art et la manière d'apprendre, ou l'art et la manière de progresser. Ça correspond à l'art et à la manière d'être capable de formuler des questions. Et donc, on essaye de travailler la théorie sous un autre angle, non pas d'exposer la théorie, mais de dire à quelle question mon fameux Trucmuche a essayé de répondre. Et donc, quels étaient les problèmes sur lesquels il a bossé pour essayer de faire émerger un certain nombre de réponses. Et donc, je ne vous expose pas les réponses, je vous expose les problèmes. Et d'ailleurs, ces problèmes répondaient à des problèmes qui étaient présentés antérieurement, et ont posé des problèmes à d'autres, qui derrière ont essayé de travailler un peu autrement son sujet. Ça permet de semer quelque chose de très fort, et là je fais le lien avec le côté un peu leadership des dirigeants, c'est faites très attention à ne pas être trop pétri de certitudes, messieurs et mesdames. Parce qu'on est dans des mondes de plus en plus compliqués. Donc, se rendre compte que des gens ont des belles théories, mais qui répondent à des problèmes à un moment donné, et que derrière eux, il y en a d'autres qui se posent d'autres problèmes, et que les trucs sont pas si stables que ça rend tout le monde un peu modeste et humble. Et je peux vous promettre que vis-à-vis de cadres sup ou de cadres dirigeants, ça fait partie des effets collatéraux que nous aimons bien, parce que ça les fait vraiment progresser. Et puis, concernant la pratique, on a depuis 4-5 ans parier sur quelque chose qui remporte des succès à la fois d'estime, de satisfaction, mais c'est pas suffisant, mais qui remporte des succès en termes d'impact sur la transformation des personnes. C'est l'usage du cinéma. En fin de compte, quand on est, alors surtout sur des sujets comportementaux, parce que si on était sur des sujets apprendre quelques théorèmes en mathématiques, ce serait pas très adapté, mais quoique, on pourrait peut-être l'imaginer. Mais quand on est sur des sujets plus humains, on a pris comme habitude, avec des jeunes consultants qui font de la recherche pour ça, c'est de créer des bibliothèques de petites séquences de films de 3, 4, 5 minutes, qui sont parfois assez connues du public, parce qu'ils ont vu les films. Et en fait, ces extraits, ils ont plusieurs atouts. Premier atout, les scénaristes sont des gens très intelligents, qui regroupent à la fois un sens aigu de l'émotion, un sens aigu de la mise en scène de la vie quotidienne, et un sens aigu du dialogue. Donc, en fin de compte, on leur donne à voir des scènes, un peu comme quand on lisait Balzac, qui ont un caractère extrêmement iconographique pour illustrer toute une série de choses qui ont été ramassées par le metteur en scène et le dialoguiste dans cette petite scénette. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit que les gens, quand on les met en position d'écoute et d'observation attentive d'une scène de 4-5 minutes, ils sont capables de la débriefer sous tous les angles, les émotions, la voix, le jeu des acteurs, les commentaires, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et si j'avais joué l'un des deux rôles, voilà ce qui serait passé, etc. Donc très sincèrement, c'est une idée qui nous est venue d'une professeure qui enseignait dans une école de commerce en province, qui a fait ça il y a 7, 8, 9 ans. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a découvert ça. Et très, très sincèrement, sur les mises en pratique par rapport à tout ce qui a été exposé, hein, et pour apporter un peu notre petite pierre à l'édifice, utiliser le cinéma, et on a même utilisé dans certains cas des extraits de dessins animés.
vous avez des dessins animés pour adultes quasiment, qui sont extrêmement puissants pour faire réagir les gens sur un certain nombre d'émotions, sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre de réalités. Et donc, pour la partie pratique, hein, à côté de tout ce que nous connaissons tous, ça fait partie des petites perles dont on est assez fiers, parce que encore il y a quelques jours, on avait toute une équipe de gens d'une grande compagnie d'assurance, et ils ont énormément découvert, ils ont énormément bien travaillé, et ça a eu un impact sur leur façon d'aller manager leurs équipes quasi immédiat. Voilà ce que je pouvais vous dire, en ayant, j'espère, respecté le chronomètre. Merci beaucoup. Ouais, on a pris du retard, on va essayer de ne pas trop le creuser, mais quand même, dans la continuité de ce que vous avez dit, j'aimerais bien vous entendre, Monsieur Torossian et Monsieur Giraud, parce que il y a effectivement une diversification des modalités hors les murs, qu'on peut appeler hors les murs. Alors, ce serait bien que vous nous disiez votre expérience par rapport, notamment dans une optique de passage à l'action de ce type de formation. Alors oui, pardon. Donc, je ne peux pas parler des étudiants, mais des enseignants, mais surtout des cadres, mais le sujet est tout à fait le même. Donc, en vérité, c'est la question du transfert et aussi de la situation en pratique, en apprentissage professionnel in situ. Alors, ce qui marche assez bien, c'est effectivement le tutorat et évidemment l'accompagnement. Bien entendu, donc ça c'est notamment en formation initiale. Nos formations de cadre sont en quelque sorte en apprentissage. Donc ça c'est un élément très important d'accompagnement humain dans le métier. Par exemple, quand vous devenez proviseur, vous n'êtes pas juste formé de manière théorique, puis ensuite on vous envoie dans un lycée et vous dites vous dirigez 300 personnes. Ça marche pas comme ça. Donc il y a vraiment, disons, un lissage en quelque sorte pour arriver à être un professionnel. Donc ça c'est la partie formation initiale. Mais dans la formation continue, ce qui marche très bien, je l'ai cité tout à l'heure, c'est les questions des communautés d'apprentissage. C'est-à-dire, ce qu'on a mis en place aussi dans le premier degré, dans le plan Villani-Torossian, c'est les lesson studies. Donc, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs communs, on discute des apports théoriques, et puis surtout, on va se co-observer. Et la co-observation, hein, que ce soit à tous les niveaux professionnels, c'est quelque chose d'important parce que ça permet, disons, de s'ouvrir littéralement, disons, non pas de rentrer dans votre cerveau, mais en tous les cas de diminuer la pression qu'il peut y avoir sur les pratiques professionnelles. Et on sait que les Français aiment pas se faire observer parce que on a toujours peur du jugement, hein, de l'autre, le regard de l'autre, et ça me semble très important que ces communautés d'apprentissage de pratiques professionnelles puissent, disons, se développer. Par exemple, je ne sais pas moi, sur le leadership scolaire. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne nos formations les plus punchy. Je pense, j'en ai parlé du leadership. De travaux de recherche. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des thésards, notamment avec l'IFE de Lyon, l'Institut français d'éducation, qui accompagnent des chefs d'établissement, qui viennent observer les chefs d'établissement, voir comment ils pratiquent, d'en tirer l'astuce scientifique moelle, et ce qui nous permet effectivement d'en savoir un peu plus. On a aussi évidemment l'immersion à l'étranger, notamment dans le cadre des programmes Erasmus+. Et puis le dernier élément un petit peu hors les murs, c'est évidemment toute la pratique d'auto-formation, des e-portfolios de compétences qui permettent de s'auto-réguler en quelque sorte en termes de pratique. Mais moi j'insisterai vraiment sur la partie co-observation entre pairs. On sait aujourd'hui que le développement des formations entre pairs, donc des communautés de bassin, que ce soit virtuelles ou présentielles, évidemment sont essentielles. On pense évidemment aux établissements apprenants pour nos enseignants, comme on le voit en Asie, mais au niveau même des cadres, hein, mettons, je sais pas, les inspecteurs, les chefs d'établissement, etc. Et puis tous les cadres éducatifs ou pédagogiques, ça me paraît absolument essentiel.
Alors, côté finances publiques, mais il y a bien des années, lorsque le cinéma s'est occupé de nous, ça a donné les dîners de cons. Donc, on est un petit peu, voilà, hein, il faut faire une sélection dans la bibliothèque. Il faut faire une sélection. Bon, alors, plus sérieusement, il y a 2 points qui sont aujourd'hui voilà, à l'observation. C'est que la formation est l'expression d'un effort de celui qui est appelé à être formé. Alors, évidemment, la posture va être différente selon qu'on est en présentiel, selon qu'on va être de manière très autonome par rapport à des outils qui vont vous être adressés. Mais il y a un point qu'on voit bien aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est les années post-Covid qui nous l'enseignent, mais il y a un certain effritement de cet effort. Et on voudrait tout de suite arriver à la réponse, à la solution. Et le danger, peut-être, c'est que dans l'usage des outils qui sont à l'extérieur, hors les murs, il y a ce sentiment qu'on va apprendre ensemble. Mais on va tellement bien apprendre ensemble que finalement, si vous pouvez me donner la solution, puis comme ça, on va y aller directement. C'est tout le défi de l'usage de l'intelligence artificielle, des moteurs de recherche et autres. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui m'ont permis d'arriver à cette solution ? Quels sont les éléments qui m'ont permis de construire mon raisonnement? Et derrière la construction de mon raisonnement, il y a la construction de ma propre personnalité et l'affirmation de moi dans un collectif de travail. Il y a un vrai danger à ce que derrière la communauté des apprenants se cache en fait l'isolement de chacun. Alors effectivement avec le souhait de ne pas être trop dévoilé, mais aussi sans cesse de diminuer ce coefficient d'effort pour apprendre. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et puis, en même temps, il faut encourager toutes les formes qui vont nous permettre d'apprendre. Je constate aujourd'hui qu'encore, peut-être dans un entretien annuel d'évaluation, on va vous parler de votre bilan de formation de l'année précédente. On va discuter des actions que vous pourriez éventuellement conduire pour être plus efficient dans l'action, dans les moyens mis en œuvre, dans les résultats qui sont ceux du service, de l'entreprise ou du service, sans doute peu importe. Mais on voit bien qu'on va avoir tendance à regarder vis-à-vis dans une certaine notion de catalogue. Et il y a sans doute à mettre en évidence d'autres actions qui peuvent nous permettre de mettre en évidence des formations. J'étais très heureux d'entendre l'autre jour une grande école représentée ici qui nous disait que finalement, dans le bilan d'auto-évaluation qui va me permettre d'avoir une construction d'un parcours de formation, je vais pouvoir non seulement faire valoir mes expériences de formation universitaire, mes expériences professionnelles, mais également celles de ces autres expériences que j'ai été chercher à l'occasion de responsabilité associative, d'insertion dans la vie sociale, dans l'environnement socio-culturel. Et ça, ce sont des formes d'apprentissage qui, quelque part, doivent nous aider, nous, et sur lesquels il nous faut être, puisqu'on dit, est-ce que la formation peut également s'acquérir hors les murs, hors de nos appareils de formation? Oui, il faut qu'on y soit attentif. Et d'autant plus attentif que ces formes-là se déploient énormément, mais hors de notre vue. Et c'est peut-être bien aussi qu'on soit interpellé sur ces usages et qu'on puisse les transformer, les reformuler pour partager quelques éléments de bilan. Beaucoup. Alors, je vais vous laisser réagir sur cette question des apprentissages informels qui, je crois, vous est chère. Mais je vous pose aussi la dernière question sur laquelle on voulait conclure cette table ronde avant un tout petit temps de questions. C'est sur l'impact de l'IA, qui a été un tout petit peu effleuré. Mais voilà, à partir de vos travaux, est-ce que vous pouvez un peu nous dire, selon vos premières observations, en quoi cette nouvelle technologie pourrait transformer nos manières d'apprendre, s'il vous plaît, pour clore ce premier temps d'échange. Alors juste, oui, sur réaction sur les apprentissages informels. En fait, on en a très peu parlé. On les a effleurés dans la question des communautés. Vous en avez un peu parlé. Et effectivement, enfin, un des éléments essentiels, toujours dans le paysage général là, des voitures qui circulent, des autoroutes, etc., clairement, les situations dans lesquelles on se forme de manière informelle
dans des dispositifs qui sont pas officiellement des dispositifs de formation est énorme. Et clairement, il y a de plus en plus de propositions de dispositifs, dont ces communautés, qui peuvent être critiquées comme vous venez de le faire de manière tout à fait judicieuse, mais il y a de plus en plus de dispositifs qui fonctionnent comme ça. Et évidemment, ça dépend des professions et ça dépend des situations et des objectifs qu'on se fixe, mais il y a des professions dans lesquelles les bonnes pratiques viennent des personnes elles-mêmes, et l'essentiel des objectifs de formation, c'est de faire acquérir aux autres les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre par les personnes elles-mêmes. Donc finalement, le fait de créer des communautés et de bien les gérer est quelque chose d'essentiel. Et la question de l'effort de formation, quand vous disiez, mais finalement... comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils fassent l'effort? Une des réponses, c'est ce que vous dites sur le flow, c'est-à-dire de créer des situations qu'on connaît très bien. La situation du travail en projet, c'est une situation dans laquelle on peut s'investir, y compris jusqu'à oublier de rentrer chez soi le soir à l'heure, parce qu'on est investi dans un projet qui vient de bonnes pratiques qu'on a empruntées à d'autres, etc., quoi. Donc ça, c'était ma réaction sur l'informel. Et sur l'IA, en fait, je peux donner des exemples de ce qu'on essaie de faire. La première chose, c'est qu'on n'est pas du tout dans la question d'interdire. Là, je parle en tant qu'universitaire, mais je peux parler aussi en tant que disons que formateur en termes d'ingénierie pédagogique. La question n'est pas du tout de dire oh là là, attention. Il faut pas utiliser les IA, etc. Je parle des IA génératives. Hein. Vous avez les IA discriminantes qui permettent de faire de la pédagogie personnalisée, de ce qu'on appelle de l'adaptive learning, de l'autre côté de la Manche. Et donc les IA génératives, en fait, nous très clairement, quand les étudiants ou quand un groupe d'apprenants ont un travail à faire, on leur dit commencez par le faire par l'IA. Et puis ensuite, regardez ce que ça donne et commencez à vous demander ce que ça vaut, ce que l'IA a sorti. Donc faites-le faire, regardez, critiquez-le. Et très vite, il se crée des situations dans lesquelles, finalement, on est confronté aux hallucinations que peuvent avoir les IA, aux contradictions, au fait que finalement, elles produisent pas plus de 2 pages, et quand on a besoin de 10 pages, il faut passer des semaines et des semaines à leur dire non, mais fais-moi 2 pages de plus. Donc finalement, la question, c'est pas du tout de dire on ferme la fenêtre. Hein. La question, c'est de dire allons-y, ça fait partie des outils, et constatons tout de suite les limites. Hein. C'est très clair. Je ne veux pas reprendre la métaphore routière et l'idée d'utiliser une Lamborghini pour aller travailler, mais c'est un peu ça. Hein. Effectivement, les IA ont des possibilités absolument colossales. Il faut quand même payer $20 par mois pour en disposer, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, elles permettent de faire des tas de choses, et donc il faut les tester. Et justement, apprendre à les critiquer. Et il y a aujourd'hui des outils qui commencent à se généraliser pour ceux qui les connaissent, hein, ce qu'on appelle les GPT thématiques, ce que d'autres appellent les RAG, ou les notebooks chez Google. Hein. Ce sont des outils qui permettent d'alimenter sa propre IA. Je ne veux pas citer donc plus précisément certaines marques des GAFAM, mais vous avez des marques qui vous proposent gratuitement des systèmes dans lesquels vous entrez 50 documents à vous, et des gros documents, et la machine absorbe ces documents et elle répond à partir de ces documents-là. Et donc là aussi, on peut le faire et se rendre compte de ses limites. Et donc, notre position à nous, c'est dire finalement les IA sont des opportunités très importantes de quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est de la réflexivité. Pour nous, apprendre, c'est effectivement mémoriser, être capable de ressortir, etc. Mais c'est aussi développer sa réflexivité. Et finalement, un interlocuteur IA, c'est très intéressant. J'ai failli vous proposer, je finis là-dessus, de faire ce que je fais maintenant à peu près systématiquement, c'est-à-dire de venir avec MiniHigh. MiniHigh, c'est une IA qui s'appuie sur un GPT standard et qui participe aux tables rondes très bien avec nous. Assez vite, on se rend compte de l'intérêt et des limites. Et il faut pas hésiter, simplement, il faut mettre en œuvre sa réflexivité et comprendre que ces outils d'IA générative sont des interlocuteurs pour avancer dans notre capacité à réfléchir. Merci beaucoup. Alors,
Il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions quand même, 2, 3 dans la salle. Juste avant ça, je pense que Julien va nous livrer la réponse à la question que je vous rappelle, qui était quel est selon vous l'élément le plus important pour agir sur la qualité pédagogique d'une formation. Donc je crois qu'il va nous afficher les résultats voilà, de vos votes, si je peux dire les choses comme ça. Et puis, en attendant, peut-être, si vous avez une ou deux questions dans la salle à nos interlocuteurs. Voilà, il y a un micro. Philippe, gentiment, fait circuler le micro. Vous pouvez en tout cas déjà poser. Ah ben voilà, ça s'est affiché. Philippe, il y a un monsieur là, une question. Bonjour à tous, donc Adrien Jacquet, directeur de l'École nationale des services vétérinaires. Merci pour ces éléments et cette table ronde, c'était vraiment passionnant. Je crois qu'il faut que vous recommenciez parce que je crois que... Ouais. Ils étaient passionnés par eux-mêmes. Merci encore une fois pour cette intervention. Donc Adrien Jacquet, directeur de l'École nationale des services vétérinaires. Il a été évoqué beaucoup de choses. Moi, un des enjeux que j'identifie, alors je me permets du coup de poser la question, c'est finalement comment on fait aussi cette transition, non pas auprès des apprenants et des commanditaires, mais des formateurs eux-mêmes, lorsqu'ils sont experts et que finalement ils viennent avec leur expertise et en fait on leur dit bah non, il faut faire autrement. Comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on fait cette transition? C'est à moi. Celui qui le souhaite. D'accord. Ben c'est une des questions essentielles en fait, mais c'est une des questions dans le monde de la formation depuis des décennies. C'est-à-dire la figure de l'expert métier. Elle existe toujours, mais elle s'est déplacée d'endroit. L'expert métier, pas celui qui fait le show. Enfin, il peut toujours faire le show devant une assemblée, etc. Mais il faut qu'il arrive à rentrer dans le système de conception au bon endroit. Moi, je reviens. J'en profite pour dire un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. Sous le manteau. Nous, on a un modèle assez classique parce qu'on a cité des modèles. On utilise le modèle d'un outre-atlantiste. Outre-Atlantique plutôt, peut-être, il faudrait dire, qui est Daniel Pratt, qui est le modèle des régimes pédagogiques. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire passer. Et donc, il y a le modèle, on veut faire passer des contenus. Donc, le modèle, c'est je veux faire de la transmission, je veux faire de l'entraînement, je veux faire de l'animation, je veux faire du conseil. Voilà un peu les éléments. Il faut arriver à faire comprendre aux experts métiers que leur boulot, c'est plus d'être dans la transmission directe, qu'il faut qu'effectivement on capte, c'est tout le knowledge management qui a existé déjà depuis 30 ans ou 40 ans. Il faut qu'on capte l'expertise, qu'on les aide à construire des modules ou à être interviewés dans des modules pour fabriquer des ressources. Et c'est aussi valorisant que d'être celui qui est dans le face-à-face. Mais il y a bien un métier d'être expert métier, et puis un autre métier d'être concepteur de formation ou administrateur de formation, quoi. Alors, si je peux, je ne sais pas si c'était, on va répondre à la question. Nous, nos formations, on n'a pas de prof dédié, donc notre communauté d'enseignants est complètement externalisée. Donc, on a 1500 intervenants, experts associés. On est en charge, évidemment, de leur propre formation et de les mettre à niveau en termes, disons, de stratégie pédagogique et en termes d'innovation. Donc, effectivement, nous formons, bien évidemment, nos propres experts. Donc ça, c'est une chose qu'on maîtrise. Ce qu'on maîtrise un petit peu moins, c'est toujours un petit peu difficile, c'est les super experts, directeur général, ministre, etc. Et qui sont des points fixes dans nos formations, et on a inspecteurs généraux, ce qui permet, alors ça, on a une petite difficulté, et effectivement, c'est là où le label Calliope, dans lequel nous sommes engagés, nous protège un petit peu, parce qu'on a un processus. Je donne un exemple, avoir le PowerPoint de l'intervenant
quelques jours avant pour pouvoir, disons, le remouliner par une IA ou pour, disons, l'alléger, parce qu'on a aussi des intervenants qui arrivent avec des PowerPoint qui correspondent pas du tout aux exigences de la science, des apprentissages. Effectivement, nos équipes sont obligées, et c'est toujours très délicat, hein, quand vous avez le directeur d'un immense service qui arrive avec un PowerPoint qui manifestement voilà ça va pas du tout, c'est toujours délicat de dire bon alors on va alléger et effectivement surtout si cette personne est responsable de votre propre carrière, vous voyez, donc on va l'alléger. Non mais voilà, donc, mais ça, ce sont des exigences de qualité et effectivement, il faut regarder tous les détails. Et ça, c'est vraiment nos ingénieurs de formation et le directeur de l'institut que je dirige y veillent. Merci, merci beaucoup. Une autre question. Bonjour, merci pour ce colloque, la première intervention aussi. C'était une question à Monsieur De Pontoiseau. Vous avez abordé la question du flow, d'inspiration. Est-ce que vous pourriez en dire plus ou peut-être, si c'est un acronyme, le développer ? Alors, ce que je peux en dire, c'est que les travaux en question ont consisté à se dire que les gens pouvaient s'ennuyer. C'est vrai dès l'école, hein, puisque c'est un dispositif qui est aussi dans les sciences de l'éducation. Donc, à partir du moment où il y a deux éléments, il y a un axe, c'est le défi. En quoi ce que je vais devoir faire est plus ou moins atteignable. Et donc, si je vous demande instantanément de sauter 2,30 m, vous allez me dire, Monsieur Pontoiseau, c'est pas raisonnable, donc je ne commence pas la formation. Donc, il faut que les niveaux de défi pendant un travail vous permettent d'accepter, de consentir, c'est un terme qu'on n'a pas du tout utilisé jusqu'à présent, mais le consentement, ça fait aussi partie de tous ces facteurs-là. Il faut consentir à relever un niveau de défi. Ça, c'est le premier axe sur lequel ce Hongrois a travaillé. Et le deuxième, c'est l'écart de compétences ou l'intérêt à la compétence. Donc, ce qu'il est en train de me raconter, ce sur quoi je dois faire un effort pour apprendre, est-ce que c'est plus ou moins loin de mes bases? Est-ce que je ressens le besoin de l'apprendre? Donc, est-ce que j'éprouve un intérêt à l'apprendre? Et donc, comme ce sont des gens qui aiment bien faire des matrices, en haut à droite, se rencontre un certain niveau de défi qui est ce qui excite, c'est le terme qu'il utilise, hein, c'est un certain degré d'excitation, mais avec un certain niveau de contrôle, c'est-à-dire que les compétences que je dois mobiliser pour être capable de relever le défi me sont pour partie accessibles. Donc, je suis sous contrôle sur un défi que je peux relever. Et ça, c'est le niveau d'excitation et d'attention optimal qui est reconnu et dans lequel on peut faire travailler les gens bien pour qu'ils progressent. Donc, c'est facteur de dynamique. Je termine avec 2 éléments. Si le défi est très faible, je ne m'investis pas, désengagement. Si le défi est trop fort, refus d'obstacle. Et puis, pour la compétence, soit c'est d'une banalité, et d'ailleurs l'échec scolaire d'un certain nombre de jeunes s'explique souvent par « ce qu'on m'apprend, je le sais déjà, ça ne sert à rien », et donc ils se démobilisent, ou c'est à côté de la plaque, ça ne me permet pas de relever le défi en question. Voilà. Et donc là, je vais être sur des éléments qu'il analyse, frustration, désengagement, démotivation, etc., etc. Voilà. Donc vous retrouverez ça sur Internet, vous tapez Flow ou sur des IA génératives, hein, vous tapez Flow, F-L-O-W, vous allez retrouver, parce qu'il a un nom absolument insupportable. Il s'appelle Milay Csikszentmihalyi, voilà. Et il est hongrois, et donc il travaillait pas seulement dans le champ de la formation, c'est le modèle qui sert pour les jeux vidéo. Donc son truc, c'est l'absorption cognitive. Et en particulier la perte du sentiment de l'écoulement du temps, qui explique qu'on a 7 minutes de décalage. Ça veut dire que nous sommes dans une situation de flow, et donc je peux renvoyer sur les travaux pour ce qui est de la partie éducation, sur l'équipe de Lille autour de Jean Euth, et tous les travaux sur la psychologie positive, donc qui sont très inspirés de Milay Csikszentmihalyi, qui est malheureusement décédé il y a quelques années à peine. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ne pas creuser l'écart. On va s'arrêter là. Merci infiniment à chacun de vous.